fausse, elle est floue. Et je ne suis pas aussi gros que ça d'habitude, hein, c'est la caméra qui grossit. L'Algérie, c'est pas de ma faute. Ok. Très bien. Je vais commencer. Je vais commencer. Alors, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je suis Dr Chater, je suis maître assistant en anesthésie et réanimation et j'exerce ma fonction comme chef de service d'anesthésie de réanimation à l'EHS en transplantation d'organes et de tissus à Blida. Donc, on va parler un petit peu des anesthésiques locaux. C'est la dernière séance de la journée, donc on va aller directement, on va aller droit au but, hein, qui est l'Olympique de Marseille. On va aller là où ça fait mal, hein, directement. On ne va pas trop s'encombrer de tout ce qui est pharmacocinétique, de tout ce qui est pharmacodynamie, des présentations, etc. Tout ça, vous connaissez, j'imagine. Alors, d'abord, est-ce que vous m'entendez? J'espère que vous m'entendez tous. Allô, allô. Vous pouvez me confirmer que vous êtes en train de m'entendre? Non? Non, mais ils peuvent écrire oui. Très bien. OK. Aslam. Aslam. Alors, d'abord, très très bien. D'abord, je voudrais qu'on se mette un petit peu en situation. Alors, il y a deux situations véridiques. Hein, j'imagine comme les d'abord, il y a la petite patiente qui est admise pour une petite chirurgie, hein, en douce très bien. Bon, on ne va pas parler qu'en français. On va utiliser. Non, on est là pour que tout le monde comprenne les choses. Donc, on va parler dans une langue que tout le monde comprend. Hein. Donc, la petite patiente Hadi qui est admise par un résident en chirurgie, son petit parent, hein, qui fait dans l'excès de zèle, hein, c'est juste un petit abcès passé, hein, au niveau du cuir chevelu. Il دخلها في الليل بتخبي على l'assistant تاعو, بتخبي على le réanimateur dans un petit cabinet de pansement. Et il compte la faire sous anesthésie locale. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va infiltrer à la xylocaïne. Il va mettre son petit champ sur la tête de la patiente. Et là, pas trop pour lui, hein, manque de bol, la patiente va commencer à lui signaler des bizarreries. Hein. Je suis en train d'entendre un sifflement, peut-être même une petite musique dans l'oreille. Et puis, ah tiens, il y a la bouche qui devient sèche. Hein, oh, faut une chef. Et puis, autour de la bouche, hein, au niveau des lèvres. Et puis, j'ai la tête qui tourne. Hein, donc, le résident, qu'est-ce qu'il va faire? Il va injecter de l'atropine. Vous avez tous vécu la situation, oui ou non? Un excès de zèle d'un chirurgien. Allô, allô? Le pH, il est... Alors, à côté de ça, il y a l'excès de zèle dans l'autre sens. C'est le résident, cette fois-ci, d'anesthésie de réanimation. Hein, les à son assistant, hein, le soir, hein, reçoit une petite fracture, hein, au niveau de l'extrémité inférieure de l'humérus et il décide d'aller lui faire un petit bloc axillaire, mais comme il ne maîtrise pas l'échographie, il décide de le faire sous neurostimulation. Et puis, dès qu'il commence à injecter, la patiente fait un malaise général. Et puis, heureusement qu'il avait scopé, il remarque qu'au niveau du scope, il y a des QRS qui commencent à s'élargir plutôt. Et puis, la fréquence cardiaque qui commence à s'abaisser. Il donne 1 mg d'atropine, mais ça ne répond pas. Et subitement, la SPO2 devient nulle. La patiente ne respire pratiquement pas. Il commence à faire son massage cardiaque. Il est obligé de l'intuber. Alors, selon vous, est-ce que les deux cas font référence à la même pathologie? J'aurais aimé que les micros soient allumés. Effectivement, les deux cas font référence à la même pathologie, même si le tableau clinique est différent. Dans le premier cas, c'était plutôt neurologique et dans le deuxième cas, c'est plutôt cardiaque. Nous allons voir Wa'lesh
la différence entre ces deux cas cliniques. Donc, vous l'avez compris, aujourd'hui, on va parler des anesthésiques locaux, mais on va plutôt se concentrer sur un volet très important des anesthésiques locaux, qui est celui des intoxications. Petit historique, les anesthésiques locaux, la connexion est instable. Hein. D'accord? J'ai besoin de s'approcher de même, parce que je n'ai pas d'écran. Ah. Alors, les anesthésiques locaux, alors ce sont tous des dérivés de la cocaïne qui a été utilisée pour la première fois en 1884 comme anesthésiant. Et puis, il y a eu deux grandes révolutions. D'abord, la forme ester de cette cocaïne, hein, qui est la procaïne, qui a été inventée en 1905. Et puis, il y a la première forme, le volume est bas. Et là, ça va mieux. Et puis, il y a eu la forme amide de ces mêmes anesthésiques locaux, dont le chef de file a été la lidocaïne dès pratiquement, dès 1843. Très bien. Alors, c'est quoi les anesthésiques locaux? Ben, les anesthésiques locaux sont des molécules qui, une fois injectées dans l'organisme, vont entraîner un blocage transitoire et complètement réversible de la conduction nerveuse. Ce sont des molécules qui ont toutes en commun trois parties dans leur composition chimique. D'abord, un pôle qu'on va appeler hydrophobe, d'accord, ou la lipophile, une chaîne intermédiaire, et puis un pôle qu'on va appeler comme pôle hydrophile, donc qui aime l'eau. Donc on a un pôle qui déteste l'eau, un pôle qui aime l'eau, et une chaîne intermédiaire. En fait, les deux familles, on avait parlé tout à l'heure d'ester et d'amide, ces deux familles-là vont différer de leur pôle hydrophobe plutôt, donc lipophile, qui est un ester pour la première famille et un amide pour la deuxième famille. On va voir qu'est-ce que cela va engendrer par la suite. Alors, ce qu'il faut retenir pour le moment, c'est qu'il y a deux grandes familles. Ces deux grandes familles ont en commun un pôle qui aime le gras, un pôle qui aime l'eau et une chaîne intermédiaire. Les anesthésiques locaux, il faut comprendre qu'est-ce que c'est qu'un potentiel d'action. On avait dit qu'ils ont ça en commun. Les anesthésiques locaux, c'est qu'ils agissent tous en bloquant justement la conduction nerveuse. Donc, qu'est-ce que la conduction nerveuse? Ben, tout simplement, en réalité, enfin, en temps normal, la membrane interne neurone, comme vous le voyez ici, est chargée positivement à l'extérieur et négativement à l'intérieur. Cette différence de charge, elle est due à la répartition inégale entre les ions taouana. Alors, le sodium est un ion qui est majoritairement extracellulaire. Le potassium est un ion qui est majoritairement intracellulaire. Lorsqu'il y a excitation de cette fibre nerveuse, il y a ouverture, quand vous allez le voir, le schéma à droite de l'image, il y a ouverture des canaux, soit le potassium, soit le sodium, et vont permettre soit au potassium de sortir massivement à l'extérieur de la cellule, soit au sodium de rentrer massivement à l'intérieur de la cellule. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Ben, tout simplement, les charges positives qui étaient majoritaires à l'extérieur vont devenir majoritaires à l'intérieur de notre cellule, et les charges négatives qui étaient majoritaires à l'intérieur vont devenir majoritaires à l'extérieur. Le retour à la normale se fait par des pompes. Ces pompes sont ATP dépendantes, donc elles sont dépendantes de l'énergie, elles consomment de l'énergie. Ce sont les Na+, K+, ATPase. Ces molécules-là vont c'est à l'extérieur. Alors, comment vont agir nos anesthésiques locaux? Ben, les anesthésiques locaux vont pénétrer à l'intérieur de ce neurone-là et ils vont bloquer le canal, comme vous le voyez sur la photo en bas, complètement à droite. En temps normal, le canal est ouvert, le sodium rentre dans la cellule. En temps, là c'est au moment de l'excitation, en temps de base, le canal il est fermé et après injection de l'anesthésique
locale, ben, l'anesthésique locale va venir de l'intérieur, il va rentrer dans la cellule d'abord, et puis il va venir bloquer ce canal à sodium ou ce canal à potassium de l'intérieur, si bien que le potassium ne peut plus sortir de la cellule et le sodium ne peut plus rentrer dans la cellule, et on aura comme conséquence justement l'arrêt de ce potentiel d'action. Est-ce que vous avez compris jusqu'à maintenant? Est-ce que c'est clair? C'est très important pour la suite. Hein? Donc, ces anesthésiques locaux vont se mettre à bloquer justement ces canaux. En bloquant les canaux sodiques, on va bloquer la conduction nerveuse, mais pas que, parce qu'ils ne sont pas sélectifs. Ils vont bloquer aussi les canaux potassiques. Ils auront comme rôle arythmogène. Donc, vous voyez parfois, lorsqu'il y a des arythmies ventriculaires, on injecte de la en injectant cette isidocane, elle a le rôle arythmogène des anesthésiques locaux. Mais pas que, parce qu'ils vont bloquer aussi les canaux calciques. Et en bloquant les canaux calciques, ils vont avoir un effet inotrope négatif. Donc, ils vont diminuer un petit peu la force de contraction du muscle cardiaque. Oui, parce qu'en fait, la connexion est instable. Elle est en train de partir et de revenir. Ils sont en train de travailler dessus. On est en train d'arranger les choses. Hein. Voilà. Et enfin, en pénétrant dans la cellule, ben, ces anesthésiques locaux vont agir sur les mitochondries, vont bloquer les canaux des mitochondries, donc ils vont altérer le métabolisme de base des cellules, ce qui a pour conséquence un mauvais rendement des cellules, surtout du cœur. Et puis, elles vont agir à l'intérieur des cellules si justement ce blocage métabolique touche les cellules justement l'utilisation des anesthésiques locaux dans le traitement de la douleur post-opératoire et dans la lutte justement contre ce qu'on appelle l'hyperalgésie post-opératoire. Alors, donc, l'anesthésique locale, une fois injectée, dans ce cas-là, la conduction nerveuse est altérée, soit sur les canaux potassiques, et dans ce cas-là, le rôle arythmogène est mis en avant, soit sur les canaux calciques, et dans ce cas-là, c'est la contraction qui est altérée et si c'est actif, hein, donc une insuffisance cardiaque. Une fois dans la cellule, il va altérer son métabolisme sur les mitochondries. Et justement, si ces cellules-là se trouvent être des cellules inflammatoires, eh ben, il va altérer l'action pro-inflammatoire de ces cellules-là, il va baisser l'inflammation, et en baissant l'inflammation, eh ben, on va avoir un rôle anti-inflammatoire, et le rôle anti-inflammatoire est un rôle qui est recherché dans le traitement de la douleur. Alors, l'anesthésique locale agit en bloquant ces canaux, mais pour agir, pour bloquer ces canaux-là, il doit d'abord pénétrer dans la cellule. Alors, pour pénétrer dans la cellule, vous savez très très bien que la membrane cytoplasmique, elle est composée d'une double. Alors, ces pores protéiques étant spécifiques et l'anesthésique locale étant trop gros, il ne peut pas pénétrer à partir de ces pores-là, ce que vous voyez ici en jaune. Donc, il est obligé de traverser la membrane cytoplasmique. Et pour traverser la membrane cytoplasmique qui est lipidique, il doit avoir un pôle lipophile et puissant, plus l'anesthésique local va rentrer, pénétrer dans la cellule. Et plus il pénètre dans la cellule, plus son rôle bloqueur va être important. Donc, la liposolubilité est un déterminant de l'action de l'anesthésique locale. Plus l'anesthésique local est liposoluble, plus il sera puissant. Mais justement, pour traverser cette membrane lipidique, il est obligé de se transformer en forme ionique, c'est-à-dire il est obligé de perdre un ion H+, pour pouvoir justement se fixer aux phospholipides de la membrane.
Et dans ce cas-là, il y a une autre constante qu'on va étudier, c'est le pKa. Le pKa, c'est quoi? Ben, c'est le pH auquel la moitié de la molécule est ionisée. C'est-à-dire que si j'injecte 50 molécules, et le pH, le pKa, c'est le pH qui permet à 50 de ces 100 molécules, justement, de devenir ionisées, de pouvoir traverser la barrière phospholipidique. Donc, le pH humain, le pH normal, le corps humain étant de 7,38 à 7,42, vous l'aurez compris, plus on se rapproche de ce 7,42, plus le pKa de la molécule se rapproche de ce 7,42, du pH physiologique, plus la molécule va être ionisée et plus rapidement elle va se fixer à la membrane phospholipidique. Donc il y a le pKa qui va déterminer la vitesse à laquelle va agir l'anesthésique locale. Parce que plus rapidement l'anesthésique locale va s'ioniser, plus rapidement il va pénétrer dans la cellule et plus rapidement il va bloquer les pores. Et enfin, les pores étant de nature protéique, la puissance de l'anesthésique locale, elle est aussi calculée par la puissance de sa liaison aux protéines. Plus une molécule est habilitée à justement plus la molécule est habilitée à j'y peux rien, plus le sang est déformé, je sais. J'imagine qu'il n'en rêve pas normalement. Alors, plus la molécule elle est habilitée à se fixer à la protéine, plus lent va être, plus la liaison à la protéine est forte, plus lent va être sa durée d'action. D'accord? Donc, pour que l'anesthésique local agisse, il faut d'abord qu'il se s'ionise. Et pour s'ioniser, il faut qu'il ait un pKa qui est proche du pH sanguin. Donc, plus le pKa est proche du pH sanguin, plus rapidement la molécule va s'ioniser et plus rapidement elle va se fixer à la membrane phospholipidique pour pénétrer dans la cellule. Donc, le pKa va déterminer la vitesse d'action de ma molécule. Ensuite, plus pour traverser la barrière cytoplasmique, il faudrait que la molécule soit liposoluble. Donc, plus la molécule est liposoluble, plus de molécules vont traverser cette membrane cytoplasmique et plus de molécules vont aller boucher justement les pores sodiques. Donc, plus elle est puissante, la molécule. Et plus sa liaison aux protéines est importante, plus difficile il sera de délocaliser, de l'enlever un petit peu de ce corps-là. Et donc, plus longtemps, elle va agir. D'accord? Donc, trois déterminants d'action. Le pKa qui va déterminer la vitesse à laquelle la molécule va agir. La liposolubilité qui va définir la puissance de l'anesthésique locale. Et enfin, la liaison protéique qui va définir la durée d'action de l'anesthésique locale. On signale que le sang est déformé, souvent. De connexion, je sais. Parce que même d'accord, très bien. Donc, non. Donc, on va mettre ces connaissances-là en pratique. On va prendre, par exemple, deux molécules que vous connaissez très bien. La lidocaïne et la ropivacaïne, la solubilité est très basse comparativement à la bupivacaïne. Donc, qu'est-ce qu'on va, on va conclure que la bupivacaïne est beaucoup plus puissante que la lidocaïne. D'accord? Parce qu'elle traverse mieux la barrière cytoplasmique. Par contre, le pKa, la lidocaïne qui a 8
Vous m'entendez? Si, normalement c'est bon. Aïe, très bien. Alors, قلنا معليش, on va se remémorer rapidement hein, pour savoir la différence entre les anesthésiques locaux. On a le pKa qui va faire en sorte que la molécule s'ionise pour traverser rapidement la barrière phospholipidique, le cytoplasme. Donc, plus le pKa est proche du pH sanguin, plus rapidement la molécule va s'ioniser, plus rapidement elle va traverser. Donc, le pKa va déterminer un petit peu la vitesse d'action de mon anesthésique locale. Ensuite, il y a la liposolubilité. Comme la barrière cytoplasmique, elle est faite surtout de lipides, plus la molécule est liposoluble, plus de molécules vont traverser cette membrane. Donc, forcément, plus il y a de molécules qui passent, plus le bloc sera important et donc plus la molécule est puissante. Et enfin, comme pour bloquer la conduction nerveuse, il faudrait que l'anesthésique locale aille se fixer un petit peu au port protéique pour empêcher le sodium et le potassium de sortir et de rentrer dans la cellule. Donc, plus cette liaison protéique est puissante, plus l'action va durer longtemps dans mon anesthésique local parce qu'il sera très difficile de l'en déloger. On va prendre l'exemple de la lidocaïne, de la bupivacaïne. Alors, voyez que la bupivacaïne est plus liposoluble que la lidocaïne. Forcément, elle est 4 fois plus puissante que la lidocaïne. Par contre, son pKa est plus éloigné du pH humain qui est de 7,4. Forcément, son délai d'action sera beaucoup plus lent. C'est pour ça que la xylocaïne agit rapidement et que la bupivacaïne, qui est beaucoup plus puissante, va agir plus longtemps. D'accord? Alors, il y a autre chose qui va déterminer l'action. Donc, c'est quoi? C'est les adjuvants. Parmi ces adjuvants, ce sont les vasoconstricteurs. Donc, parfois, vous allez voir qu'il y a de la xylocaïne qui est adrénalinée ou de la bupivacaïne qui est adrénalinée. Pourquoi? Tout simplement, en créant cette vasoconstriction, on va empêcher on va empêcher plutôt le recaptage de ces molécules-là par le sang. On va pas l'empêcher, mais on va le limiter, on va le ralentir. Il y aura, vu qu'il y a une vasoconstriction, il y aura beaucoup moins de molécules qui vont repasser dans le sang, qui vont être ensuite neutralisées par les estérases sanguines. Alors, la résorption, justement, parlons-en, elle va être influencée par plusieurs choses. D'abord, par les propriétés physico-chimiques de la molécule. Plus la molécule est liposoluble, plus rapidement elle sortira de la cellule. Mais plus elle a une bonne fixation protéique, moins rapidement elle sortira de la cellule. Donc, plus longtemps va durer son bloc. Elle va être influencée par la vasoconstriction et la vasodilatation, donc par la vascularisation. Plus le membre est vascularisé d'une façon générale, plus rapidement se fera le recaptage de ces molécules-là et donc leur élimination. Moins lent sera le bloc. Elle sera influencée par la quantité injectée. Plus on va injecter de molécules, forcément, moins la résorption se fera rapidement. Parce que s'il faut une demi-heure pour justement recapter une centaine de molécules, pour 1000 molécules, il faudra 10 fois plus de temps. Et elle sera ensuite influencée par la présence d'adjuvants, qui là, tels que l'adrénaline par exemple.
Alors, le métabolisme va différer selon qu'on soit en présence d'une ester ou d'un amide. Alors, l'ester va être hydrolysé par des pseudocholinésterases, alors que l'amide, il va être directement métabolisé par le foie et ensuite éliminé par le rein. Alors, gardez en tête ces pseudocholinésterases parce qu'on va en parler tout à l'heure pour les esters. L'élimination, elle est rénale, que ce soit pour les esters ou là pour les amides, après justement leur inhibition, que ce soit par les pseudocholinésterases pour les esters ou là par le foie pour les amides. Alors, pharmacodynamique toujours, pharmacocinétique plutôt. Alors, on avait vu tout à l'heure que la bupivacaïne avait des délais d'action qui étaient plus lents que la lidocaïne parce que c'était une molécule qui était beaucoup plus puissante. À cause de sa liposolubilité, mais elle a un délai d'action qui est beaucoup plus lent par rapport à la lidocaïne qui, généralement, en 5 minutes, a déjà agi, tout simplement à lèche, parce que la lidocaïne a plutôt tendance à s'ioniser plus rapidement que la bupivacaïne, donc à rentrer plus rapidement dans la cellule. Pour les doses maximales à donner, je ne vais pas vous encombrer avec ça. Sachez que ça tourne. Il y a deux choses que vous devez retenir. C'est les 3 mg kg pour la bupivacaïne et les 4 mg kg pour justement la lidocaïne. 3 et 4, c'est facile à retenir. Maintenant, on arrive au plus important, c'est quelles sont justement les complications qu'on va rencontrer en injectant un anesthésique local. D'abord, il y a l'allergie. Sachez que l'allergie, c'est un petit peu l'apanage de les esters. Tout simplement parce que lors de leur inhibition par les cholinésterases, dont on a parlé tout à l'heure, il y a formation de ce qu'on appelle les sulfates ou les sulfites, et ces sulfites-là sont très allergisants. Donc, esters plus que les amides. Et lorsqu'il y a une allergie justement aux amides, lorsqu'il y a une allergie à la xylocaïne, à la bupivacaïne, ce n'est pas une allergie généralement qui est due au principe actif lui-même, mais elle est due justement aux produits de conservation contenus dans l'ampoule interne. Mais le plus grave en ce qui concerne les anesthésiques locaux, c'est la toxicité. Alors la toxicité, elle est de 3 types. Il y a la neurotoxicité, il y a la cardiotoxicité et puis il y a la myotoxicité. On va parler des 3 en se concentrant d'abord sur la neurotoxicité qui est la première à apparaître dans tous les cas. Alors ça commence tout le temps par un goût métallique dans la bouche, par des paresthésies péribuccales, comme si j'ai du métal qui fumait, un bruit de fond, généralement. Et puis, rapidement, il y a un flou visuel qui s'installe, une diplopie. Double. D'accord? Suivi de tremblements des extrémités. Et puis, le patient va commencer à délirer, va commencer à raconter n'importe quoi. Il va devenir confus. Il est désorienté. Et enfin, ça va finir par des convulsions. Et si on ne fait rien, le patient peut aller jusqu'au coma. Alors, quel est le traitement? Le traitement, tout simplement, c'est celui de toutes les convulsions et c'est bien sûr les benzodiazépines, midazolam ou diazépam. Voilà. Alors, à côté de cette neurotoxicité, il y a la cardiotoxicité. Alors, la cardiotoxicité, elle est rarement inaugurale, sauf lorsqu'on a injecté soit directement dans le vaisseau, soit on a donné une quantité très importante, proche de la quantité toxique. Alors, la cardiotoxicité, elle est due, bien sûr, au blocage des canaux sodiques et bien sûr à l'effet inotrope négatif de ces molécules par inhibition des canaux calciques. Ça commence tout le temps par un allongement du PR. Au début, c'est une tachycardie. Ensuite, le PR va commencer à s'allonger, et puis rapidement, les QRS vont s'élargir et là, une bradycardie va venir s'installer. Cette bradycardie peut aller jusqu'à l'arrêt cardiaque. Au contraire, la tachycardie de tout à l'heure, elle peut être génératrice de troubles du rythme, à type de fibrillation ventriculaire. Et dans les deux cas, c'est équivalent à un arrêt cardiaque. Dans ce cas-là, il faut commencer au plus vite une réanimation cardiovasculaire. La dose est la même que pour les convulsions. C'est 10 mg de diazépam à renouveler 20 minutes après.
ou là, midazolam, c'est la dose anesthésique, c'est 1,5 à 2 mg kilo, ça suffit largement. D'accord? On repart. Donc, voici ce qu'on voit en cas de cardiotoxicité. Vous voyez très bien que sur le CG d'en haut, il y a un PR qui commence à s'allonger, là en rouge, et puis on voit très bien que la fréquence cardiaque est très accélérée. Par contre, en bas, les QRS deviennent très larges, et vous voyez, entre deux QRS, il y a beaucoup de temps qui s'écoule, et là, c'est la bradycardie qui est en train de s'installer. Le patient est en train de faire un arrêt cardiaque. Il faut agir rapidement. Comment? Réanimation cardiovasculaire, d'accord, mais surtout donner un antidote. Et l'antidote, c'est quoi? C'est l'intralipide. Comment on donne l'intralipide? Ou alors, on donne d'abord l'intralipide. L'intralipide va permettre de résorber l'anesthésique locale. On a l'anesthésique locale, il est très liposoluble. L'intralipide, c'est quoi? C'est juste des kilomicrons, c'est juste des billes de gras. Et ces billes de gras vont faire qu'elles vont pratiquement absorber l'anesthésique locale et l'enchasser pour être éliminé par la suite par le rein. Donc, au lieu que l'anesthésique local il va à son site d'action, il est capté par l'intralipide et il est ensuite évacué par le rein. La posologie est de 1,5 ml kg, qui sera ensuite suivie par une perfusion de 0,25 ml kg qui peut être augmentée à 0,5 ml par kilo. Donc, si on doit résumer, toxicité des anesthésiques locaux, d'abord nerveuse, ensuite cardiaque, agir dès que la toxicité nerveuse est en place pour éviter justement que la toxicité touche le cœur et qu'on arrive à l'arrêt cardiaque. Donc, comment on agit? Tout simplement, selon les symptômes. Lorsque les symptômes sont peu importants, c'est arrêter l'injection dans tous les cas et surveiller le malade. Plus les symptômes sont importants, plus la riposte fera appel à des molécules. D'abord, des stabilisateurs de membrane et les kilomicrons, donc l'intralipide. Ensuite, bien sûr, le traitement symptomatique. Si c'est des crises convulsives, ce sont les benzodiazépines. Si c'est l'arrêt cardiaque, c'est l'adrénaline. Si c'est les troubles du rythme, c'est les antiarythmiques. Et bien sûr, si dans tous les cas, une bonne oxygénation, une bonne mise en condition, un bon scope, une bonne surveillance post-critique. La myotoxicité, alors c'est très rare et le mécanisme n'est pas décrit. Sachez juste qu'il y a eu beaucoup de nécrose suite à des injections intramusculaires. On ne sait pas pourquoi, on pense que c'est dû justement à l'altération du métabolisme par l'action sur les mitochondries, mais cela reste encore à vérifier. Alors, beaucoup de rhumatologues ont prescrit justement une injection intra-articulaire pour les arthrites et compagnie, pour soulager la douleur. Sachez que ça reste dangereux, qu'il n'y a pas d'études fiables en ce sens-là, même si eux continuent à dire que voilà, c'est faisable, qu'ils n'ont pas eu beaucoup de complications. Sachez que injecter de l'anesthésique locale dans une articulation, c'est très dangereux parce que les anesthésiques locaux ont un effet toxique sur le cartilage. L'effet toxique varie, le début de l'effet toxique varie justement d'une molécule à une autre. Pour la lidocaïne, il commence à environ 7 mg kg. Pour la bupivacaïne, c'est à 150 mg kg. En conclusion, utiliser les anesthésiques locaux, c'est bien. Savoir les utiliser, c'est mieux. Dans tous les cas, lorsqu'on utilise un anesthésique local, ça doit répondre à un gold standard. Ce gold standard, c'est toujours fractionner la dose, ne pas donner la dose complètement, ne pas injecter directement toute la dose souhaitée. Et dans tous les cas, faire des aspirations fréquentes pour vérifier que justement nous ne sommes pas ni à proximité d'un vaisseau, ni à l'intérieur d'un vaisseau pour éviter toute intoxication. Je vous remercie. Et j'attends si vous avez des questions. Alors, la dose de benzo, je vous l'ai dit, c'est 10 mg de midazolam, ou là, c'est 1,5 mg kilo de 10 mg de diazépam, ou là, de 1,5 mg de midazolam. Zédo.
Ah bon? Vous voulez qu'on allume un petit peu les micros rapidement? Ah, je ne vois pas d'autres questions, mais comment allumer les micros? Ouais, mais avec. On va ouvrir le micro. Non. Alors, vous pouvez allumer vos micros hein, si vous avez des questions à poser. Alors, le produit anesthésique le moins toxique, ça c'est une belle question. Ma cache c'est la lévobutyrocaïne, la chirocaïne ou la chirocaïne qui m'importe les Belges, suivie par la ropivacaïne. La ropivacaïne était disponible pour la PCH, elle a disparu. Actuellement, elle n'est disponible qu'au niveau de l'hôpital militaire, malheureusement pour nous. Donc, si vous connaissez des gens qui sont à l'hôpital militaire, mettez comme. Voilà. Z. Je pense que la lévobutyrocaïne va bientôt rentrer en Algérie. Elle va remplacer la marcaïne. La marcaïne, partout dans le monde, on l'utilise pratiquement. Mais arrête. Ça reste toujours un acte purement médical. Je ne suis pas rentré dans les détails. Mais lorsque vous surveillez un malade, parce que je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais parfois dans une garde où il y a un seul médecin réanimateur, il vient, il fait l'acte et il sort. Et puis il y a l'anesthésiste qui est avec le patient et le patient commence à lui signaler des nausées, des vertiges. Il commence à raconter n'importe quoi. L'anesthésiste il chauffe le scope il chauffe le patient commence à faire une bradycardie. Pour lui, c'est un choc vagal. Donc, il décide de donner de l'atropine. Le résident avec la chirurgie. Et alors que là, c'est un cas d'intoxication, il faut agir rapidement, il faut rapidement mettre l'intralipide, il faut rapidement préparer l'adrénaline et se préparer à l'arrêt cardiaque. D'accord? C'est vrai que l'acte est purement médical, mais il est important de connaître, de savoir faire le diagnostic d'une intoxication aux anesthésiques locaux. Z. Et puis, comme vous l'avez vu, le résident Marbella, ce n'est pas après un acte médical, hein, c'était juste une infiltration pour un kyste sébacé. Et j'imagine que un petit peu partout, chez vous, il y a des chirurgiens qui viennent et qui font des actes sous anesthésique locale. Et vous voyez très très bien comment font les anesthésiques locaux, les chirurgiens pour infiltrer. Aucune mesure d'aspiration, ils prennent une seringue et amroha blaxilocaïne par exemple. Et puis, allez, vas-y que j'injecte ici, j'injecte à côté. On ne respecte pas la quantité, on ne respecte pas la dose et on ne respecte pas le gold standard qui est fractionné, ne pas donner pour le chaladje, hein, et puis faire des aspirations répétées. D'accord? Donc, forcément, vous êtes là, vous êtes avec un chirurgien, la salle, il fait son infiltration, le malade commence à faire un malaise. Le chirurgien, il fait des qu'est-ce qui se passe? Ben, en rachis-anesthésie, c'est rare. Hein. En rachis-anesthésie, c'est très très rare. Ropivacaïne n'est pas très indiqué pour la rachis-anesthésie. Une menace. La ropivacaïne, c'est pour la péridurale et les blocs périphériques. En rachis-anesthésie, on reste tout le temps sous la marcaïne. De toute façon, partout dans le monde, la seule indication de pratiquement la marcaïne, c'est les rachis-anesthésie. Sauf chez nous. يعطينا الصحة